Salut tout le monde, bienvenue à Blue Chip Prospect version française. Bienvenue au premier jour du premier vidéo, du premier essai de vidéo en français dans le fond. Pour tous ceux qui ont déjà vu la vidéo de Top 10 Goal Scorers sur ma chaîne principale, ben c'est exactement la même vidéo dans le fond. L'ordre ne change pas, les explications restent grossièrement la même. Donc, vous pouvez partir. Ou vous pouvez rester, ça me fait plaisir aussi. Dans le fond, ça fait plusieurs mois que je veux faire les vidéos que je fais en anglais, les faire en français. Je sais pas s'il y a une audience pour ça. Je sais pas comment le faire non plus sur YouTube, sur la même chaîne. Je sais qu'on peut créer comme une deuxième piste audio dans une deuxième langue, mais il faut que tu synchronises tout. Fait que je me disais que c'était probablement juste plus simple de le faire de mon côté sur une deuxième chaîne, puis de séparer l'anglais et le français sur deux chaînes différentes. On va voir comment ça fonctionne. Dans le fond, si les vidéos ont moindrement un peu de succès, peut-être que l'année prochaine, je ferai aussi les scouting reports, dans le fond, là, les analyses de repêchage en français aussi. C'est à suivre, ça c'est dans un futur un peu plus lointain. Mais tout ça pour dire que dans le fond, les vidéos comme les top 10 goal scorers, le prochain top 10 de défenseurs, top 10 playmaker, le top 32 ou top 64, je suis pas trop sûr qu'est-ce que je vais faire, le mock draft, toutes ces vidéos, je devrais en principe les faire en français aussi pour voir comment ça va, dans le fond, créer un test, puis à partir de là, durant l'été, décider si ça vaut la peine de continuer de le faire ou ça ne vaut pas la peine de continuer de le faire. À suivre, ok? Donc, on commence ça. Donc, comme à chaque top 10 que je fais, il y a toujours une liste de mentions honorables et il y a toujours trop de joueurs pour entrer dans les mentions honorables ainsi que dans le top 10. Donc cette année, il y a quelques joueurs qui vont manquer la liste comme Emil Hemming, John Mustard, Sacha Boisvert, Maxime Massé. Tous des joueurs qui ont un potentiel de marqueur de but dans la Ligue nationale, mais pour qui, pour l'instant, ne font pas la liste, même si évidemment, ils pourraient me faire mentir dans le futur. Donc, pour la première mention honorable, aujourd'hui, on commence avec Tarek Parasak. Et c'est un gars qui, first, a marqué un paquet de buts avec les Cougars de Prince George dans la WHL. C'est quelqu'un sur mon channel principal qui m'a fait penser à lui, pas nécessairement penser à lui comme marqueur, mais m'a fait penser au fait que il voulait avec le choix des Jets parce que ça lui faisait penser à un remplaçant de Gallagher dans le futur, ce qui faisait une tonne de sens. Évidemment, jouer comme Gallagher dans la Ligue nationale et jouer comme Gallagher dans la WHL, c'est deux affaires complètement différentes. Mais c'est exactement ça Parasak en ce moment. Je pense que aussi, il est un joueur un peu plus complet que Gallagher l'était, du moins au même âge. Il a l'air d'avoir un meilleur coup de patin. C'est un joueur qui a un peu plus d'habilité de passeur. On voit beaucoup au niveau de la Ligue nationale à quel point que Gallagher peut être limité en termes de patinage et en termes de passage. Mais en termes de marqueur de but, c'est un joueur qui est juste tout simplement meilleur sans la rondelle qu'avec la rondelle. Il anticipe les jeux très très bien. Il calcule son chemin vers le filet aussi bien que j'ai jamais vu. Peut-être pas jamais vu, là, mais on s'entend. J'ai pas vu tous ses buts. Mais d'après ce que j'ai vu, la grande majorité viennent de retour de lancer puis de jeu devant le filet. Il y a un bon tir du poignet. Ici, par là, il fait des bons... Quand je fais des curl drags, ça, j'ai aucune idée comment dire en français, mais il change l'angle de son tir pour tirer entre les patins ou entre la jambe et le bâton d'un défenseur. Il y a un très bon tir de ce côté-là, mais c'est pas quelqu'un qui va marquer des buts avec une habileté naturelle de marqueur, de tir de loin, qui va battre des goalers de loin. C'est un joueur qui va aller au filet puis qui va ramasser ses buts à la Brandon Gallagher. Donc c'est pour ça qu'il est dans les mentions honorables. Ça, puis c'est 40 quelques buts durant l'année. Ça se projette bien, mettons. Donc on commence avec lui. Pour la mention honorable numéro 2, on parle de Michael Age. Michael Age, c'est un joueur que j'apprécie beaucoup. C'est pas encore un favori en tant que tel, mais c'est un joueur qui se démarque. Selon moi, c'est un joueur que je trouve qui est vraiment bon. Le truc, c'est que je suis pas 100% confiant dans mon évaluation de la USHL encore. C'est une ligue, j'ai un petit peu de misère avec, mais n'empêche. Ça reste que c'est un bon joueur. C'est un joueur qui pourrait être une perle, un joueur qui pourrait être probablement repêché plutôt que qu'est-ce que je pense. Chaque fois qu'il saute sur la glace, il peut créer de l'offensive de plusieurs façons. Des fois, il va jouer avec du tempo et accélérer le jeu avec son patinage. Des fois, il va utiliser sa grande habileté avec la rondelle, à manier la rondelle pour ouvrir de l'espace et gagner du temps pour un tir ou pour une passe. C'est un joueur qui adore battre les défenseurs de l'extérieur sur l'aile, dans le fond, en s'appuyant sur eux autres, en mettant la rondelle en dessous de leur bâton pour un tir de proche. C'est certainement plus une menace double que, dans le fond, un playmaker et un shooter que juste un shooter en tant que tel. Fait que si c'était
un top 10 des menaces doubles, il serait plus haut dans la liste, mais pour l'instant, une mention honorable en termes de tireur. Mais définitivement, il y a de l'amélioration. Il pourrait s'améliorer, dans le fond, sur la rapidité, puis à quel point il est compact quand il fait son tir dans le trafic. Dans le fond, c'est deux choses qui devraient s'améliorer pour pouvoir devenir un meilleur tireur et faire plus de buts au niveau de la Ligue nationale. Et la mention honorable numéro 3, on parle de Yegor Šerin. Puis Yegor Šerin, c'en est un de mes favoris. Lui, c'est un joueur que j'adore, même si c'est pas nécessairement le plus doué individuellement. C'est surtout en ce qui concerne, dans le fond, son maniement de la rondelle. C'est un joueur qui joue dur, c'est un joueur qui frappe fort, c'est un joueur qui tire fort, c'est un joueur qui joue avec du rythme à chaque présence sur la glace. S'il peut devenir un joueur middle six dans la Ligue nationale, je pense que ça va être un favori de la foule à cause de la façon qu'il joue. C'est pas nécessairement le meilleur patineur, c'est pas le plus fluide, mais c'est quelqu'un qui se met en marche, qui est capable d'avoir une bonne vitesse, un coup qui a réussi à accélérer. C'est quelqu'un que si on peut y envoyer des passes pendant qu'il est en mouvement, il va être capable de faire une bonne transition, de couper vers le milieu ou même de couper au milieu directement en rentrant dans la zone offensive pour descendre dans l'enclave par la suite. C'est quelqu'un qui joue dans le trafic puis qui a un tir assez compact et assez rapide pour pouvoir tirer même quand il n'y a pas d'espace puis qu'il n'y a pas de temps. Quand il n'est pas dans le trafic, c'est quelqu'un qui va couper vers le filet en utilisant son gabarit puis sa force pour s'appuyer sur un défenseur et couper vers le filet un peu à la Josh Anderson ou essayer de se mettre derrière le défenseur et de couper avec un peu plus d'espace. Donc c'est un gars qui a un bon tir, c'est pas nécessairement le meilleur des tirs, mais c'est un gars qui a un bon tir, mais qui joue d'une façon qui est propice à marquer des buts dans la Ligue nationale, à cause qu'il est toujours dans l'enclave, à cause qu'il a un bon tir de l'enclave, puis capable aussi de lancer la rondelle sans espace et sans temps devant lui. Et la dernière mention honorable, ici, on parle de Michael Brandsegg-Nygaard. Et même si je ne suis pas son plus grand fan, mais que je ne vais certainement pas jouer du tambour pour qu'on le repêche avec les Canadiens de Montréal, je peux facilement reconnaître son talent et son attrait. C'est un joueur qui est probablement un peu plus grand, un peu plus lourd que la moyenne. C'est un joueur qui compétitionne fort avec et sans la rondelle puis qui a un bon tir. Il n'y a pas une production fantastique dans l'Allsvenskan, mais c'est un joueur qui a définitivement cartonné dans les séries éliminatoires avec presque 1 point par match. Puis on sait très bien que les DG de la Ligue nationale vont adorer ça. C'est pas une ligue facile pour un gars de 18 ans. Pour mettre ça en contexte, il y a une meilleure production que Dvorsky avait la saison dernière. Un joueur qui a été pris dans le top 10 ou très proche du top 10. Je suis plus trop sûr si c'était 11, 10, 9, whatever. En termes de marquage de but, je pense qu'il est vraiment bon pour jouer avec ses coéquipiers et lire le jeu. J'aime comment il se déplace avec la rondelle et initie des jeux pour se retrouver dans l'espace ouvert et décocher un bon tir avec du temps et de l'espace puis une belle perspective sur le filet. S'il vous plaît, ça serait grandement apprécié si vous prenez le temps de vous abonner à la chaîne ou d'aimer la vidéo, ou les deux. Étant donné que c'est une nouvelle chaîne juste pour les vidéos français et pour le podcast en français, j'ai besoin de votre aide pour grandir la chaîne et pour pouvoir parler et partager mon opinion avec plus de monde en français. Donc, s'il vous plaît, prenez le temps de le faire, ça m'aiderait grandement. Merci. Bon, finalement dans le top 10, et pour commencer, au numéro 10, on a Igor Chernyshov, et ça ne saute pas aux yeux quand on regarde la feuille de stats avec 3 buts et 4 points au total dans le KHL, comparé à un joueur comme Nikita Artamonov qui a eu 23 points en 54 matchs, mais Chernyshov, c'est une menace. Ils n'ont pas eu toutes les deux le même niveau d'opportunité, ou du moins le même niveau de régularité dans leur opportunité de jouer dans la KHL, mais opportunité ou pas, Chernyshov, c'est un joueur qui est dangereux avec la rondelle sur son bâton. C'est un joueur qui est grand, qui est gros, qui est fort. C'est un joueur qui patine bien. C'est un joueur qui contrôle bien la rondelle avec son bâton. Puis c'est un joueur qui utilise tout ça ensemble pour jouer dans le trafic. C'est pas un joueur de périphérie en tant que tel. On peut très bien le voir dans la KHL quand on le regarde qu'il avait l'air à sa place. C'est pas un gars qui joue dans la KHL et qui devrait être dans la MHL. On le voit, la KHL, il est à la bonne place. Quand il est au top de sa forme, c'est un gars qui, selon moi, il a tous les outils pour pouvoir marquer des buts dans la Ligue nationale puis qui va jouer avec puissance, un genre de power forward. C'est pas un joueur qui joue en périphérie. Il essaie toujours d'ouvrir de l'espace vers le milieu de la glace ou de trouver de l'espace où ce qu'il peut en avoir. S'il y a un peu d'espace, il y a un très bon tir du poignet pour battre les gardiens de loin. Donc, en résumé, il est compétitif, il est grand, il est gros, il est fort, il patine bien, il manie bien la rondelle dans les espaces restreints, il utilise son corps pour créer de l'espace et protéger la rondelle, il tire bien, il joue dans le milieu de la glace, donc il y a beaucoup à aimer, puis il y a aussi beaucoup à projeter au niveau de la LNH.
Et au numéro 9, j'ai un joueur un petit peu controversé. J'ai Trevor Connolly, qui est un de mes joueurs préférés dans tout le draft. Il est incroyablement talentueux. C'est un joueur qui est souvent plus décrit comme un passeur qu'un tireur, puis je m'ostinerai pas avec ça dans le fond, là. Mais un peu comme Michael Edge, c'est un joueur qui est une menace double. C'est un joueur qui est aussi bon tireur qu'il est passeur, mais il est aussi meilleur dans tout que Michael Edge. C'est pour ça qu'il est plus bas. Mais à part peut-être sa taille où il fait 6 pieds 1, mais il pèse à peu près 160 livres. La particularité avec Connolly, c'est que il est très très bon à jouer 1 contre 1. S'il a la rondelle sur son bâton à 1 contre 1, c'est pratiquement sûr qu'il va battre le défenseur, mais il est aussi très très bon à utiliser son patin qui est très proche de élite à mon avis dans le fond pour pouvoir créer de l'espace puis pousser la défensive. Puis c'est aussi un joueur qui est très compétitif là, comparativement à ce qu'on peut penser d'un joueur de ce style-là qui est très talentueux. Souvent, c'est des joueurs qui sont un peu moins compétitifs, mais lui, il est très compétitif. Il coupe toujours au milieu, un peu comme Michael Edge, puis même un peu comme Chernyshov. C'est un joueur qui va toujours couper au filet. S'il n'y a plus d'espace, s'il n'a pas réussi à rentrer au milieu pour aller faire un tir de l'enclave, c'est un joueur qui va couper au filet dans le fond là, en mettant toute sa force puis en s'appuyant sur un défenseur puis mettre la rondelle en dessous du bâton pour pouvoir tirer de proche. C'est vraiment un joueur exceptionnel de ce côté-là, mais son tir en tant que tel, c'est aussi un très bon tir. C'est un joueur qui est capable de changer l'angle de son tir dans le trafic très 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 rapidement, puis qui a un tir qui est très puissant, qui est très rapide, qui est très précis, il est capable de placer la rondelle entre les bâtons, puis entre les patins, puis dans des lignes de tir très très fines. Donc, c'est le type de joueur que je pourrais voir monter d'une façon significative dans cette liste-là au cours des 5 prochaines années. J'ai voulu être un peu plus conservateur. On va voir ce que ça va donner. Mais selon moi, c'est un des joueurs qui pourrait devenir un des meilleurs joueurs dans tout le draft en termes de buts puis en termes de passeurs aussi. Et au numéro 8, j'ai Justin Poirier et cette liste des 10 meilleurs marqueurs de but ne serait pas une liste des 10 meilleurs marqueurs de but s'il n'y avait pas Justin Poirier dedans. Le gars a marqué 51 buts dans la LHJMQ sur la saison, c'est plus que n'importe quel joueur de n'importe quel âge dans la ligue. Okay? Je peux comprendre les inquiétudes sur sa taille à 5 pieds 8, mais le gars c'est un petit bulldog, il est fort sur chaque rondelle, il va le long des rampes pour remporter ses duels et il remporte ses duels à sa taille. Il frappe les joueurs, il prend position pour prolonger le jeu en zone offensive, il va au filet pour des déviations, il bondit sur chaque rondelle libre. Le gars il joue comme s'il mesurait 6 pieds 3 mais il fait 5 pieds 8. Fait que, aussi, une chose, c'est à moins d'être incroyablement doué comme Caulfield, mettons, il faut que le joueur ait quelque chose pour se propulser vers la Ligue nationale en étant un joueur un peu plus petit ou dans son cas beaucoup plus petit. Mais lui, il n'a pas les mains de Caulfield, il n'a pas le tir de Caulfield, probablement même pas proche en réalité, mais il joue beaucoup plus dur, beaucoup plus pesant sur la rondelle au même âge que Caulfield le faisait. Puis d'ailleurs, je pense qu'il pèse quelque chose comme 180 livres. Puis Caulfield était plus proche de 160, 165 à son âge. Donc, il y a cet avantage-là. Puis quand je dis qu'il n'y a pas le tir de Caulfield, je dis pas qu'il y a un mauvais tir pour autant. C'est plus que je le placerais, mettons, à égalité avec un joueur comme Braden Yeager du repêchage l'année dernière. En termes de puissance puis en termes de style, il y a le genre de style là, sur une jambe, là, la pendule, si on veut, quand il est en mouvement. Il y a un tir qui est très précis. C'est un joueur qui va utiliser aussi les défenseurs adverses là, pour créer des angles morts pour pouvoir faire passer son tir. Il est extrêmement bon pour repérer les espaces libres sur la glace. Puis quand il n'y en a pas, il va utiliser des give and go, ce qui va faire une petite passe pour se déplacer en arrière du défenseur dans l'espace libre pour pouvoir faire un tir à partir de là. Il n'y a pas nécessairement le tir le plus polyvalent qu'il y a, mais je pense qu'il y a assez de talent puis assez de sens du hockey ou d'intelligence du hockey pour être capable de marquer au prochain niveau. Et au numéro 7, j'ai Demidov et c'est là que ça se complique un petit peu parce que essentiellement Demidov est dans une catégorie avec les 2 prochains joueurs après lui. J'ai eu un petit peu de misère à faire ma tête puis après avoir changé mon rang 100 fois, j'ai décidé on va laisser ça comme ça puis on va les mettre dans la même catégorie parce que ce qui arrive avec Demidov, c'est qu'il pourrait facilement dans les 5-6 prochaines années devenir un joueur style Kaprizov qui fait 35-40 buts. Mais c'est aussi très difficile de projeter sa production dans la MHL par rapport à des joueurs comme Catton ou des joueurs comme Iginla, pour en nommer quelques-uns, puis son patinage va certainement pas l'aider à arriver là. Son tir est définitivement au-dessus de la moyenne, il est probablement pas de niveau élite, du moins pas en ce moment, mais en même temps, c'est un des joueurs les plus intelligents et les plus talentueux de tout le repêchage. C'est quelqu'un qui est un peu comme Connolly à 1 contre 1 et juste
inarrêtable. Dans le fond, il est capable de se frayer un chemin à travers n'importe quel trafic qu'on met devant lui. Il est tellement bon pour manier la rondelle puis trouver les espaces libres qu'il va s'y rendre puis il va faire un tir. Du moins, c'est comme ça dans la MHL en ce moment. C'est quelqu'un qui a un très bon tir, il est extrêmement précis, qui va aussi, un peu comme Justin Poirier, utiliser des écrans dans le fond devant le gardien pour pouvoir faire ses tirs. Mais c'est quelqu'un qui n'a pas besoin de faire ses tirs de loin, qui est capable de s'approcher, soit que il y a déjà l'espace, puis il va créer l'espace en faisant une passe, puis en se repositionnant immédiatement après avoir fait la passe, ou sinon il est capable de créer l'espace avec ses mains en passant la rondelle entre les jambes, entre les patins, en dessous du bâton, puis de se rendre vers le milieu de la glace. Puis aussi, chaque fois qu'il patine avec la rondelle, puis qu'il n'y a pas vraiment de jeu avec lui, ou que ses coéquipiers sont partis changer, chaque tir du poignet qu'il va faire sont toujours roulés vers l'intérieur de la zone. Dans le fond, il fait pas de tir, ou très rarement, il va faire un tir dans le fond là, qui part de l'extérieur vers le côté proche du filet. Il va toujours les rouler à l'intérieur pour avoir un meilleur angle sur le filet, donc plus de chances de rentrer. Donc c'est un joueur qui, selon moi, est exceptionnel en termes de talent, qui va définitivement être un joueur qui va être capable de faire des passes ainsi que des buts. Et je serais pas surpris qu'il devienne un des meilleurs dans toute cette liste-là, un peu comme Connolly, comme j'avais dit tantôt. Et au numéro 6, j'ai Liam Greentree. Et malgré tout, malgré son équipe, malgré ses coéquipiers, il a réussi à créer 36 buts par lui-même. Et croyez-moi, c'est par lui-même. Quand j'ai fait mon rapport complet sur ma chaîne principale en décembre, la majorité des classements l'avaient dans la vingtaine ou la fin vingtaine et j'étais en désaccord. J'avais dit que d'ici la fin de l'année, la majorité des classements l'auraient dans la première moitié du repêchage et c'est ça qui est arrivé, mais c'était à prévoir. C'est dû à son talent, dû à son gabarit, dû à son tir. C'est à prévoir, comme je dis. Et définitivement, il y a des éléments qui sont à améliorer dans son jeu, son patin et sur toutes les facettes, que ce soit la vitesse, l'accélération, que ce soit l'agilité, comment manœuvrer dans le trafic. C'est toutes des affaires qui sont difficiles. C'est assez amélioré au courant de la saison, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Mais n'empêche que c'est un gars qui est très talentueux. C'est un gars qui va jouer dans le milieu de la glace, qui est quand même quelque chose qui revient souvent dans mon classement. C'est des joueurs qui tirent de l'enclave. Il y a un très bon tir. Il y a un très bon tir aussi en mouvement. C'est pas quelqu'un qui a besoin d'arrêter ses pieds pour faire son tir. Il peut déclencher un tir d'un moment à l'autre sans avertissement, même pendant qu'il patine, ce qui est quand même très bien. C'est aussi probablement le meilleur tireur de rebond que j'ai vu cette année. Dans le fond. Chaque rebond, il saute dessus puis il est capable de tirer un tir foudroyant sur un rebond, sur une rondelle qui est un peu tout croche, si on veut. Fait que ça, cette partie-là, j'adore ça. Puis une chose que je pense qu'il devrait s'améliorer parce qu'il m'a l'air d'un joueur intelligent sur la glace, c'est le jeu sans la rondelle. Et en ce moment, étant tout seul dans son équipe, c'est un joueur qui joue avec la rondelle plus souvent qu'autre chose, mais il va être capable de développer un jeu sans la rondelle. Puis j'ai quelques clips en fond dans mes vidéos où on le voit qu'il est capable de lire le jeu, même quand il n'y a pas la rondelle sur son bâton, puis de se déplacer dans les zones libres ou d'aller au filet pour avoir, dans le fond, une passe backdoor là, sur le poteau extérieur pour faire un petit tap-in dans le filet. Donc, on voit qu'il y a la lecture de jeu pour le faire, mais j'ai hâte de voir avec des joueurs plus talentueux qui sont capables de faire des meilleures passes, qu'est-ce qu'il va être capable de faire. Est-ce qu'il va être aussi bon sans la rondelle qu'avec la rondelle? C'est à suivre. J'ai l'impression que oui. Et au numéro 5, j'ai Berkeley Catton. Et Catton est le dernier joueur de ce tiers de 3 joueurs, dans le fond, incluant Ivan Demidov et Liam Greentree. Catton a marqué 54 buts cette saison, ce qui le place au 3e rang des 25 dernières années dans la WHL. Ce qui signifie pas grand-chose, mais peut peut-être signifier un petit quelque chose. Je vois Catton un peu de la même façon que j'ai vu Jarvis dans son année de repêchage, avec peut-être un petit peu moins de robustesse, mais un petit peu plus de tout. T'sais, moins de robustesse, moins d'invitation au contact, mais tout le reste me semble un petit peu supérieur. Jarvis, c'est un joueur qui tirait toujours de l'intérieur, qui tirait toujours proche du filet, puis on peut dire pas mal la même chose de Catton. Je suis pas sûr qu'il tire toujours aussi proche du filet avec régularité, mais c'est un joueur qui se dirige toujours vers le milieu de la glace. C'est un joueur qui est très très bon aussi pour tirer du milieu de la glace. Il n'y a pas besoin d'espace, il n'y a pas besoin de temps. C'est quelqu'un qui joue avec beaucoup de vitesse, donc il est capable de pousser les défenseurs, puis avec un petit cut vers l'intérieur ou un petit...
juste ralentir son pace un petit peu dans le fond pour créer un espace entre lui et les défenseurs, couper vers le milieu pour se donner un angle, puis faire un bon tir de là. Il y a un tir qui est précis, il y a un tir qui est puissant. C'est un tir qui a beaucoup de mouvement latéral dessus quand il fait son curl drag, là, je ne sais pas trop sûr quand on dit. Peut-être pas autant que Demidov, mais quand même suffisamment assez pour passer à travers les bâtons, passer à travers les jambières, puis aussi dans le fond pour tromper les gardiens avec le changement d'angle. Comme je disais, c'est un joueur qui joue avec beaucoup de rythme dans son jeu offensif, donc il peut couper vers le net en arrière des défenseurs autant qu'il peut créer de l'espace comme je disais, en ralentissant puis couper vers le milieu. Donc, c'est un joueur qui a la volonté puis qui a le talent de jouer dans le milieu de la glace. C'est un joueur qui va être capable de tirer de là, sauf que c'est un joueur qui est petit puis qui est pas très gros, pas très fort. Donc, il va avoir à passer du temps dans le gym pour être capable de jouer dans le contact. C'est une des choses que j'ai un peu de misère avec. C'est le fait que quand il est moindrement contre des défenseurs un peu plus gros, un peu plus robustes, c'est pas qu'il tombe, mais c'est qu'il peut se faire tasser facilement. Puis quand tu as la rondelle sur ton bâton, tu as besoin d'avoir un bon centre de gravité, d'avoir des jambes fortes, d'avoir un haut du corps assez fort pour être capable de manier la rondelle dans le trafic puis de lancer ton tir. Fait que lui, il sera pas capable de rester dans le trafic comme il est capable de le faire dans la WHL, mais il va être capable de se diriger au milieu de la glace puis de faire un tir rapidement à partir de là parce qu'il a les compétences pour le faire. Donc, je pense qu'il y a un très bon potentiel de marqueur de but, mais il y a une amélioration à faire au niveau de la force, au niveau de la pesanteur, pour être capable de jouer de la façon qu'il joue dans la WHL. Et au numéro 4, j'ai Caden Lindstrom qui a marqué à un rythme assez fou avant de se blesser. Dans le fond, 27 buts en 32 matchs, c'était assez spectaculaire, mais il a marqué avec un taux d'efficacité d'à peu près 23% au total, puis il a inscrit 9 buts en avantage numérique dans pratiquement la moitié des matchs de TJ Ginla, qui lui en a marqué 11 sur la saison au complet. Donc il y a certainement des points d'interrogation, mais dans le cas de Lindstrom, si le plan A ne fonctionne pas, il y a toujours le plan B et le plan C dans la façon dans laquelle il peut marquer des buts. Quand j'ai rédigé mon rapport de recrutement complet sur ma chaîne principale, en fond, j'ai été obligé de le repousser un petit peu parce que j'avais vu des flashs d'un tir qui avait l'air incroyablement bon. Mais la majorité de ses buts, ou même tous ses buts, venaient du fait qu'il utilisait son gros gabarit de 6 pieds 4, 200 quelques livres pour jouer en l'entour du filet, puis sauter sur des rebonds, faire des déviations, gagner ses batailles en l'entour du filet. Donc oui, c'est un avantage qu'il y a, mais c'est un avantage qui va être moins grand au niveau de la Ligue nationale. Donc, je voulais voir quelque chose de plus. Et donc, je suis allé écouter des matchs de plus. Et comme par hasard, j'ai vu un tir qui était absolument dévastateur. Il était vraiment bon pour décocher son tir. Il n'y a pas besoin d'espace. C'est pas quelqu'un qui a besoin d'une piste d'atterrissage d'un aéroport pour lancer son tir. Il a besoin de très peu d'espace, très peu de temps. Puis, il y avait un tir vraiment, là, comme je disais, dévastateur. C'est pas quelque chose qui est récurrent. C'est pas quelque chose qui arrive à tous les matchs. Mais c'est quelque chose qui est présent dans son jeu. Donc, définitivement, j'ai pas donné une note élite quand j'ai fait mon rapport, mais j'ai donné juste en dessous de ça parce que le tir est là. Maintenant, c'est à lui de trouver des façons de l'utiliser. C'est pas nécessairement le joueur qui est le meilleur pour se créer de l'espace pour pouvoir lancer son tir. C'est pas un joueur qui joue sur plusieurs vitesses. Il y a un gars qui va jouer toujours à la même vitesse, donc souvent, il va aller se mettre où est-ce qu'il y a des bâtons, puis il sera pas capable de lancer son tir, sauf que si on combine le fait que déjà le tir, il a juste besoin d'apprendre à ralentir des fois ou à créer un espace, ou sinon, si ça fonctionne pas, ben il y a toujours le plan B puis le plan C où il peut aller alentour du net puis faire des déviations puis ramasser les pucks à terre puis juste faire des buts à la Brendan Gallagher, sauf beaucoup plus gros, beaucoup plus fort. Donc définitivement, le potentiel est là. Je pense que s'il réalise qu'il y a vraiment un tir incroyable comme qu'il y a, puis qui est capable de l'utiliser plus souvent, je pense que c'est un gars qui a définitivement un potentiel de pouvoir faire 30 buts, 35 buts, quelque chose comme ça. Fait que ouais, je pense qu'il mérite sa place dans le top 4, mais en même temps, si il n'utilise pas son bon tir de la façon qu'il devrait l'utiliser, je pense que ça va être beaucoup moins que ça. Donc, il y a un risque avec Caden Lindstrom, mais le potentiel est là, puis le potentiel est haut. Et au numéro 3, j'ai TJ Ginla. Et après avoir écouté quelques parties des séries éliminatoires, j'ai décidé de remonter sa cote de combativité de 6 à 7. Pour ceux qui ont déjà vu mes vidéos, vous savez de quoi je parle. Pour ceux qui ne l'ont jamais vu, dans le fond, là, 6, ça veut juste dire moyenne. 7, c'est au-dessus de la moyenne. 8, c'est high-end. 9 c'est élite, 10 c'est spécial. Fait que dans le fond, je l'aurais mis à au-dessus de la moyenne. Je suis toujours pas un grand croyant dans le fait que c'est un compétiteur élite comme son père était. Je suis pas là du tout, mais je pense que c'est un marqueur élite par contre. C'est quelqu'un qui a
une extrême polyvalence dans la façon qu'il est capable de marquer des buts. Puis autant que, tu sais, comme Caden Lindstrom, ça peut être en l'entour du filet, autant qu'il y a un tir foudroyant dans l'enclave, il y a un tir foudroyant en périphérie, son one-timer est très très bon. S'il reçoit la rondelle sur son bâton dans l'enclave, est parti en un instant. Il y a extrêmement beaucoup de mouvements latéral quand il fait un curl drag shot. Dans le fond, là, les défenseurs n'ont jamais le temps de mettre leur bâton sur la rondelle pour dévier le tir. Il est très précis, il est très puissant, très pesant. C'est pas un tir qui est facile à contrôler, même quand il est directement dans le corps ou sur les bras. La rondelle, on dirait qu'elle finit toujours par tomber par terre et pas attrapée par le goaler parce que c'est un tir faible. C'est toujours puissant, c'est toujours lancé avec 100% de sa force. C'est quelqu'un qui invite le contact et quand il joue dans le milieu, dans le trafic, il se fait pas déplacer de gauche à droite un peu comme Berkeley Catton. Il est capable de prendre le contact, il est capable de jouer avec le contact, il est capable de lancer avec le contact. Puis quand il y en a trop ou quand il y a trop de joueurs en avant de lui, il y a des mains qui sont extrêmement rapides et extrêmement fluides. Il est capable de passer la rondelle entre les patins des joueurs ou de la toe dragger dans le fond en l'entour des joueurs pour se donner de l'espace. C'est une très très bonne manière de rondelle et un très très bon tireur. Donc quand tu mets les deux ensemble, c'est quelqu'un qui est capable de jouer dans le trafic, dans le milieu de la glace puis de faire des tirs qui sont foudroyants à partir de là. Il y a des lacunes dans son jeu. Je pense pas que c'est le meilleur dans le fond, passeur dans le repêchage, sauf que cette partie-là, pour l'instant, on l'oublie. Le classement n'a rien à voir avec ça, mais je pense qu'en termes de buteur, c'est un des meilleurs, définitivement. C'est pour ça que je l'ai dans mon top 3. Mais j'ai hâte de voir un peu ce que ça va donner au niveau de la Ligue nationale dans 2, 3, 4 ans. Qu'est-ce qu'il va être comme joueur? J'ai l'impression que c'est le type de joueur un peu comme Carter Verhaeghe. Avec la Floride, c'est un joueur qui est combatif, qui est compétitif, qui a des bonnes mains, qui a un bon tir pesant. Je pense que c'est pas mal ça son potentiel. Puis, ouais, je serais bien content d'avoir ça. Et à la deuxième place, j'ai Macklin Celebrini, et pour des raisons assez évidentes dans le fond. Hein. Il compte maintenant 32 buts en 37 matchs dans la NCAA, ce qui est le plus grand nombre de buts jamais inscrits par un joueur éligible au repêchage dans la NCAA. C'est plus que Fantilli, c'est plus que Eichel, c'est plus que même des joueurs comme Carrier dans le temps. Évidemment, à ce stade-ci de la liste, on peut s'attendre à ce qu'un gars ait un tir assez incroyable. Il n'est pas différent des autres. Comme tous les tireurs d'élite, la façon dont il peut tirer, c'est instantané, c'est compact. La rondelle, elle explose de son bâton avec une vélocité et une puissance dangereuse. Il est aussi extrêmement précis. Il est capable de placer la rondelle dans les lignes de tir les plus fines qu'il y a. Il peut passer la rondelle entre les jambes, entre les patins, entre les bâtons, entre le trafic en général. Il est juste ultra précis, mais je pense que ce qui le distingue, la façon dont il se démarque, c'est la façon qu'il est capable de cacher ses intentions. Sa capacité à vendre une passe jusqu'à la dernière seconde ou à retarder son tir d'une fraction de seconde pour tromper les gardiens et perturber leur réaction. C'est ça sa plus grande force parce que autant que c'est un joueur qui est attiré vers l'intérieur de la glace, autant que c'est pas le joueur le plus orienté vers l'intérieur de la glace comme mettons TJ Ginla ou Caden Lindstrom. Il joue un peu plus en périphérie que les autres, je dirais, sauf qu'il a cette capacité-là de vendre quelque chose. Puis il est aussi bon passeur que tireur, donc il est capable de vendre la passe jusqu'à la dernière seconde, jusqu'à temps que le gardien se mette à tricher une petite affaire pour aller du côté de celui qui va recevoir la passe, pour que lui il puisse la rentrer dans le plus petit des trous qu'il y a dans le but sans aucun problème. Fait, il y a aussi le fait que c'est un tireur qui est très polyvalent, son tir sur réception est dévastateur et extrêmement précis, un peu comme Yzerman, dans le fond, là, il a le même type de tir sur son one-timer. Son tir du revers est extrêmement bon, il est capable de tirer de loin avec précision et puissance sur son revers. Comment qu'on fait ça? J'en ai aucune idée, mais lui, il peut le faire. Puis ce qui est incroyable dans tout ça, c'est que la façon de marquer des buts, puis la façon de cacher son jeu, c'est juste 50% de son offense. Dans le fond, il est aussi bon passeur qu'il est marqueur. Fait qu'il est capable de tout faire ça de l'autre côté aussi. Fait que il est assez impressionnant comme joueur. Fait que je pense que il y a des très bonnes chances que dans cette liste-là, il reste pas mal dans ce coin-là. 1, 2, 3 en termes de marqueurs. Fait que c'est ça. Et en première position, j'ai Cole Yzerman. Et je crois que la majorité du monde ne l'aurait plus comme premier marqueur dans leur liste des 10 meilleurs marqueurs. Mais dans mon cas, je reste convaincu de l'ensemble de ses compétences. Parmi les joueurs du repêchage, je pense qu'il possède le meilleur tir ou le tir le plus polyvalent, mais probablement le meilleur de tous aussi. Et il y a deux façons dans lesquelles il se démarque. La première, c'est qu'il n'y a rien
qu'il n'est pas capable de transformer en chance de marquer. Il n'y a aucune rondelle qui ne peut pas frapper ou lancer avec force, peu importe si c'est plate sur la glace ou non, peu importe si c'est parfaitement placé ou dans ses patins ou en arrière de lui ou en avant, sur son revers ou trop loin, il est capable de convertir n'importe quelle passe dans sa direction générale, puis de convertir ça en but ou en laser ou du moins en situation dangereuse. Il n'y a rien qui ne peut pas convertir en tir extrêmement puissant. Après ça, il y a aussi son tir sur réception, puis un autre tir qu'on appelle le one-touch shot, que j'ai aucune idée comment on dit en français, mais c'est le tir que tu reçois sur ton côté fort, puis que tu peux laisser partir d'un coup. Pas un tir sur réception, mais tu reçois, tu lances. Okay? Je ne sais pas comment on le dit, peut-être que quelqu'un peut m'éclairer, mais c'est ça, le one-touch shot. Puis je pense que dans tout le draft, il n'y a personne qui a un one-touch shot comme lui a. La façon qu'il est capable de recevoir puis de laisser partir en un instant, c'est pratiquement à la Matthews. T'sais, je veux pas dire que qu'il est capable de tirer comme Matthews, parce que Matthews, c'est un des meilleurs marqueurs ever. Dans le fond, on s'entend, il est rendu il y a 69 buts dans la saison, fait que je veux dire, les stats supportent ce que je dis. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un joueur qui a le même type de one-touch shot que Matthews. C'est un gars qui reçoit la rondelle sur son côté fort puis qui est capable de la laisser partir en un instant avec un tir qui est complètement foudroyant ou complètement incontrôlable. T'sais, même si le goaler il est capable de la bloquer avec son épaule, peu importe, c'est pas vrai qu'il va la mettre dans son gant après. C'est incontrôlable. Il n'y a pas d'autre façon de le dire. Puis aussi son tir sur réception en tant que tel, quand il se met du côté droit de la glace, encore une fois, si le joueur est capable d'envoyer la rondelle quelque part dans sa direction générale, il va être capable de se déplacer en conséquence pour la mettre dans sa position optimale puis de lancer un tir qui va être un laser et encore une fois qui va être tellement pesant, qui va être incontrôlable. Son one-timer ou son tir sur réception, son one-touch shot, puis aussi sa capacité à prendre n'importe quelle rondelle puis faire une situation dangereuse avec, sont tout simplement inégalés dans le repêchage, sont extrêmement dangereux. C'est la raison pourquoi je pense que c'est encore le numéro 1, selon moi, en termes de marqueur de but dans le repêchage, même s'il y a beaucoup de monde qui pense que Iginla pourrait l'être ou que Macklin Celebrini pourrait l'être. Il y a des arguments pour, il y a des arguments contre, mais dans mon cas, je pense que la qualité, puis la polyvalence, puis sa capacité de réception de rondelles est tellement supérieure à la majorité des autres tireurs que, selon moi, il reste le premier. Du moins, dans ma liste, il est encore le premier, puis je pense qu'il va rester le premier. Même si tout le monde dit qu'il est unidimensionnel, c'est le meilleur dans cette dimension-là. Puis on s'entend que marquer des buts, c'est une dimension qui est extrêmement importante dans la Ligue nationale. Donc, numéro 1 dans ma liste des marqueurs. Donc, ceci était mon top 10 des 10 meilleurs marqueurs dans le repêchage 2024. Je sais, des fois dans la vidéo, il y a comme des parties, des clips de vidéo qui n'ont pas le highlight que je mets d'habitude. Je sais aussi qu'il y a des graphiques qui sont en anglais et c'est normal, c'est voulu comme ça. Dans le fond, le but n'est pas d'avoir à refaire chacun des graphiques ou à avoir à refaire une vidéo à 100% dans le fond. Donc j'ai repris le même vidéo que j'avais en anglais, j'ai juste arrangé les parties qui avaient besoin d'être arrangées. Donc rajouter des clips parce qu'en français je déblatère un peu plus toujours qu'en anglais parce que c'est juste plus facile. Puis aussi je sais que des fois je suis un peu perdu dans la façon que je parle ou que je prends des pauses un peu trop longues. C'est juste parce que je lis le texte ou le script anglophone en même temps que dans le fond je le traduis dans ma tête puis que je le lance dans le micro. Les trois processus en même temps font en sorte que des fois je peux laguer où il y a des formulations de phrases qui vont sortir un peu spéciales ou des petites traductions douteuses ici et là. Ça vient avec, il va falloir vivre avec ça. Malheureusement, ça pourra pas être parfait, sauf qu'on va voir pour le futur si je vais continuer à lire des scripts ou si je vais juste y aller free for all. C'est à suivre. Mais malgré tout, je vous remercie énormément d'avoir écouté la vidéo. J'espère que vous avez apprécié. On se voit dans le prochain. Peace.